Yarana, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast de l'entrepreneuriat en Polynésie française. Et pour ce nouvel épisode, nous avons pris la route jusqu'au sud de l'île de Tahiti pour nous arrêter à Papara, au laboratoire de cosmétologie du Pacifique, où nous avons été gentiment reçus par Olivier Touboul, son fondateur et dirigeant, qui nous reçoit donc pour parler de son parcours d'entrepreneur et son expérience d'une entreprise qui a déjà un certain âge, on peut le dire. Donc Olivier Yorana. Yorana, Philippe. Merci de nous accueillir dans ce bel endroit. Alors pour ceux qui nous écoutent, qui ne voient pas du coup où on est, est-ce que tu peux rapidement nous présenter ton entreprise, ton espace dans lequel tu nous accueilles? Alors oui, effectivement, donc l'entreprise s'appelle Laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud. Donc on existe depuis effectivement bientôt 30 ans. Donc elle a été créée, cette entreprise, en 1992, qui est intimement liée à une société qui est dans le sud de la métropole, à côté de Marseille, et qui s'occupe de la distribution et de la logistique de nos produits. Donc ces deux sociétés sont créées pratiquement simultanément. À l'origine, on est deux frères qui avons un background technique, scientifique. Donc on est tous les deux docteurs en pharmacie. Et on s'est retrouvés complètement baignés dans l'odeur du Moneuil dès l'âge de 25-30 ans. Tout simplement, la passion de Tahiti nous a animés à aussi y trouver une activité. Donc les années 90 pour la Polynésie étaient des années charnières où on se posait plein de questions au niveau économique. Et le Moneuil restait une des ressources qu'il y avait en possibilité d'être exportée. Et donc on s'est intéressé à ce produit-là et on s'est lancé comme ça avec cette force effectivement d'être sur le marché européen et d'être à l'origine du sourcing du produit. En étant basé à Tahiti, je suis arrivé en 1996 donc à Papeete, et juste après mes études, et j'en suis jamais reparti. D'accord, ce qui arrive souvent. à plus d'un, oui, ça c'est sûr. Et donc aujourd'hui, l'entreprise est installée à Papara, donc sur le plus grand plateau de l'île de Tahiti, perdu dans les plantations de coco et de tiare. Donc aujourd'hui, tu as deux bâtiments principaux. Est-ce que tu peux nous décrire un peu tout ça? Alors effectivement, donc il y a eu trois phases, on va dire, dans l'existence de l'entreprise. Donc on était entre les années 92 à 2004. On était dans la zone industrielle de Tipperary, donc on était vraiment comme beaucoup d'entreprises logées dans des pôles d'activité industrielle. Et puis dans les années 2000, on a imaginé un projet qui était tourné un peu plus vers le tourisme. Donc il fallait sortir de ces zones classiques industrielles qui n'allaient pas contenter véritablement les touristes et se mettre dans un milieu plus naturel. Donc on a trouvé ce terrain sur Papara, sur la ligne droite, donc juste avant le golfe de la Timaono, quand on vient de Papeete. Et donc on a construit un premier bâtiment qui est devenu maintenant à vocation uniquement industrielle. Donc on y fait la fabrication du Moneuil, mais de toutes nos matières premières. Tout notre contrôle qualité, c'est devenu le bâtiment technique historique depuis 2005 dans lequel nous sommes implantés. En 2015, on a imaginé un nouveau projet parce qu'on était à l'étroit et on avait besoin de stockage. On a voulu miser aussi sur l'aspect tourisme industriel et on a investi plus de 250 millions Pacifique dans un nouveau bâtiment qui est un peu plus éco-conçu que ce qu'on avait fait auparavant. Donc ça mêle le bois, le ciment et le métal. Et on a travaillé pour déjà diminuer l'impact environnemental de l'entreprise. On s'est mis complètement au-delà de normes d'ailleurs qui nous étaient exigées par la DIREN et autres, notamment la direction de l'environnement, pour nous permettre d'avoir cette activité et de respecter véritablement le milieu dans lequel nous étions implantés, parce qu'on est au milieu d'une cocoterie où on a même un troupeau de vaches qui passe très souvent plusieurs fois par jour. Et donc en fait, on est là actuellement situé dans le nouveau bâtiment et on est dans la salle réunion qui est pratiquement maintenant exclusivement réservée à nos réunions de salariés. Donc c'est assez intime pour l'entreprise. Ouais. Et je suis ravi de vous accueillir ici. C'est bien gentil. Donc en fait, Papara, c'est plus un choix, j'allais dire presque esthétique, de la beauté de l'endroit, plus que logistique, parce que quand on y pense, le port est pas à côté. Donc quand vous avez des containers à envoyer, c'est quand même un élément en plus à prendre en considération.
Alors, c'est clair que ça nous a obligés à créer un poste pratiquement dédié à cette activité de livraison, de logistique qui nous obligeait à nous rapprocher de l'administration. Mais il faut dire qu'à l'époque où on a pris cette décision, on n'avait pas une activité locale, on avait une activité pratiquement exclusivement d'exportation. Donc ça nous gênait qu'à moitié. Il y avait des coûts qui s'ajoutaient dans notre coût de revient, mais c'était pas handicapant. C'est vrai que depuis 2004, ayant développé un marché local assez important avec la fourniture d'hôtels, de magasins et autres dans la distribution, ça nous mène à effectivement beaucoup plus de complexité qu'avant. Ouais. Mais en tout cas, le choix s'est fait véritablement pour aussi se rapprocher des producteurs de matières premières avec lesquels nous travaillons. Le bénéfice qu'on a, c'est pour certains, on est situé à 300-400 mètres de leur lieu de plantation. Je parle notamment des plantations de Tiret Tahiti. Ça nous permet plus de proximité avec les producteurs. En cas de problème, on est tout de suite sur le terrain. Eux, en termes de livraison, ils ont le plaisir de ne pas être dans le trafic. Donc c'est appréciable. Effectivement, vous êtes peut-être plus près aussi du contexte dans lequel tout ça se passe. Comment se passent justement les interactions avec les producteurs locaux ? Est-ce que ça se passe bien ? Comment ça évolue avec le temps ? Alors malheureusement, l'agriculture polynésienne se désintéresse malheureusement en plus de la partie horticole ou plantes médicinales ou autres. Malheureusement, ça se focalise aujourd'hui sur le maraîchage. Le maraîchage est certainement beaucoup plus rentable et effectivement, tous les projets qu'on voit naître en termes d'agriculture sont très souvent du maraîchage. Donc malheureusement, ça a été une étude de l'IOM il y a 4 ou 5 ans. On a dénombré une baisse de 20 à 30% de surface cultivable, notamment en plantation de Tiret Tahiti. Donc c'est un chiffre qui nous a alarmés et qui nous a fait prendre conscience que si on ne se lançait pas dans une exploitation de Tiret Tahiti, chose qu'on a fait en 2015, notre avenir était peut-être sur la sellette, parce que pour fabriquer du véritable monoeil de Tahiti appellation d'origine, il nous faut l'huile de coco fabriquée par l'huilerie de Tahiti, qui est la seule entité usine qui fabrique l'huile de coco pour les producteurs de monoeil comme pour l'exportation et l'industrie alimentaire. Mais il faut aussi la fleur de Tiret. Donc si on n'avait plus de Tiret Tahiti, on mettait en danger la production du produit. Donc on s'est lancé dans une exploitation. On a attendu pendant pas mal d'années que des producteurs viennent avec des projets. Malheureusement, on voyait plutôt des fournisseurs arrêter ou nous lâcher tout simplement. Et on s'est dit qu'à un certain moment, si on n'y allait pas, on se mettait en danger. Donc on a monté ce modèle-là en voulant apporter quelque chose d'ailleurs à l'agriculture, c'est-à-dire qu'en 2015, il n'y avait aucune plantation qui se revendiquait étant bio, en tout cas en Tiret Tahiti. Et on s'est dit que la seule chose qu'on pouvait apporter au pays, c'était peut-être de lui apporter cette originalité-là et d'ouvrir une voie. Et c'est ce qu'on a fait, puisque depuis maintenant 1 an et demi, la plantation est certifiée par EcoCert et on est les premiers à produire une Tiret Tahiti bio certifiée par un organisme international. D'accord, excellent, félicitations. Merci. Alors, je ne suis pas spécialiste du secteur, mais j'envisage la cosmétique comme étant quand même un marché, alors je dirais pas haut de gamme, mais quand même qui a un certain niveau économique. Et du coup, moi, quand je t'entends parler, ça me surprend parce que j'envisagerais la culture de Tiret comme ayant une forte valeur ajoutée et du coup étant relativement attractive parce que peut-être pas aussi rude à gérer qu'une activité maraîchère. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte ? Alors, il y a d'autres facteurs, c'est que pour faire du maraîchage, le retour sur investissement est assez court. Ouais. Entre 3 et 6 mois, si on a bien fait ses semis, si tout s'est bien passé, on arrive à récolter ses premiers fonds. La Tiret Tahiti, il faut un minimum de 5 ans pour avoir un retour déjà sur investissement. Donc ça pose un gros problème. Ensuite, il ne faut pas se leurrer quand même, l'industrie cosmétique n'est qu'un acteur de la filière Tiret Tahiti. Mais après, on a toute l'industrie touristique avec les hôtels, les mamas de l'aéroport, tous les artisans qui font des confections de couronnes.
et qui, eux, achètent cette fleur en grosse quantité et se mettent à faire des couronnes pour accueillir les touristes. Donc les prix qui sont pratiqués ne sont pas les mêmes que le maraîchage. Bien sûr. Ouais. Donc ça vient surtout de là. D'accord, ok, intéressant. Et donc aujourd'hui, tu me disais l'entreprise a à peu près une dizaine de salariés, c'est ça, comme principalement sur la partie production. Quels sont les profils que l'on trouve dans ton entreprise? Alors oui, la moitié des salariés, des 10 salariés sont dédiés à la production. Il y en a 2 sur la logistique, la partie préparation de commandes et livraison. Après, on a une responsable qualité, sécurité, environnement aussi, qui est là pour manager tout ce système qualité qu'on a monté il y a maintenant 14-15 ans, puisqu'on est certifié ISO 9001 pour la qualité des services, ISO 14001 pour notre prise en compte environnementale, et aussi OHSAS 18001 qui est la sécurité au travail et un peu la santé également. Et donc on a cette personne-là qui s'occupe de ça, et on a une personne aussi à la partie technique et réglementaire où elle conçoit des nouveaux produits à la fois pour nos marques mais aussi pour des tiers, des clients qui viennent nous voir pour des projets de création de produits ou de marques. Mais effectivement, la majeure partie de notre effectif est dédiée à de la production ou de matières premières ou de produits finis. D'accord. Avec des métiers quand même assez uniques. On visitait juste avant cet épisode ton laboratoire. On voit effectivement toutes ces machines relativement complexes, et ce sont des gens d'ici qui sont employés pour ces postes-là. Voilà, tout à fait. Alors c'est de la main-d'œuvre locale. Il y en a certains qui, même au niveau géographique, habitent à 300 mètres. Donc on emploie vraiment dans la commune aussi. Ouais. Ça s'est fait par circonstance et par volonté aussi. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se plaignent quand même du trafic le matin, et on apprécie habiter à 15 minutes sans trafic de son lieu de travail. Ce sont des gens qu'on a formés par tutorat dans l'entreprise. Tout le matériel, effectivement, est spécifique à nos activités. Donc il n'y a pas de diplômes ici qui sont mis en place ou de formation qui sont mis en place, à part de l'hygiène qui pourrait coller à notre métier. Et effectivement, un des postes qu'on a développé dans l'entreprise, qui est le poste de chargé de projet, qui s'occupe de l'innovation et de la créativité, c'est vraiment quelque chose qui est assez remarquable dans le pays, parce que pas beaucoup de gens font de l'innovation en termes de ressources naturelles, et nous on a d'ailleurs misé dessus dans l'investissement qu'on a fait en 2015, puisqu'on a investi entre 15 à 20 millions sur le matériel d'innovation du laboratoire pour nous permettre de sortir de nouveaux ingrédients, de nouvelles matières premières et autres. D'accord. Dans ce secteur de la cosmétique, qui est quand même, j'imagine, à forte concurrence, vous faites face à des gros du secteur, mais à l'échelle globale. L'innovation a quand même un coût. Alors comment ça se distribue par rapport à votre activité en termes de nouveaux projets, en termes de risque-prix, parce que l'innovation, c'est pas non plus quelque chose qui va sans risque. Donc comment vous organisez cette approche-là ? Alors, il est vrai que pour la partie produit fini, ce sont des prestations qu'on propose à nos clients. Donc la part de risque est de zéro là-dessus. Le risque est pris par le porteur de projet qui décide ou pas de lancer sa gamme de produits et qui va aller au-delà du stade de projet. Par contre, pour la partie matière première, effectivement, c'est là où on peine un petit peu, parce qu'on n'a pas les mêmes aides disponibles ici localement. Ouais. Alors il y a des fois des appels à projets. On en a un là actuellement qui est proposé par la délégation à la recherche sur des projets d'innovation sur 3 ans avec des belles enveloppes à la clé. Bon, après, c'est peut-être pas le bon moment pour nous d'investir sur l'innovation au moment où malheureusement la situation économique est délicate et difficile. Mais sinon, effectivement, on essaye de faire ça en interne avec les moyens du bord. On fait appel aussi à des beaux stages qui, des fois, des stagiaires viennent de métropole, que ce soit des locaux ou pas, et qui viennent épauler ce pôle innovation et qui nous aident à avancer sur certains projets. Là, il y a 3-4 ans, on a initié un projet sur un screening d'une quinzaine de plantes différentes à potentiel industriel et d'intérêt économique, sur lequel on essaye d'avancer, mais effectivement, ces derniers temps, ça n'a pas été simple d'avancer sur ces sujets-là. Ok, ça marche. Alors, on va faire une petite pause pour entendre un message de nos annonceurs, et on se retrouve dans un instant avec Olivier depuis Papara.
Yaorana, c'est Kimberly de Pacific Venturi. Pour marquer la reprise, ça te dit un tour sur le lagon de Bora Bora ? Oui ? Ça tombe bien car Moana Adventure Tours te propose un package de 3 excursions à tarif réduit pour vivre une expérience complète de Bora Bora. Après tous ces mois difficiles, il est temps de se faire plaisir. Et Moana Adventure Tours s'occupe de toi. Plus d'infos à suivre dans cet épisode. Et nous sommes de retour, toujours avec Olivier Touboul du laboratoire de cosmétologie du Pacifique sur le plateau d'Atimaono à Papara. Alors Olivier, on a parlé de l'entreprise dans la première partie de cette émission. On va parler maintenant un peu plus de toi et de ton parcours d'entrepreneur. Alors tu nous disais tout à l'heure que tu as un doctorat en pharmacie. Alors est-ce que pour toi, créer une entreprise relativement jeune, comme tu le disais, c'était quelque chose d'évident auquel tu avais pensé depuis longtemps ? Est-ce que c'était un projet de carrière ou est-ce que pour toi c'était plus je fais de la pharmacie en études donc je vais devenir pharmacien et qu'est-ce qui a fait ce déclic de se dire, au-delà de l'opportunité dont tu parlais un petit peu, de se dire allons-y, soyons entrepreneurs ? Je pense déjà, Philippe, je pense que les plus belles histoires qui s'écrivent sont les moins programmées ou prévues. Je pense que les choses se mettent en place au fur et à mesure. Je pense pas, avec mon frère, quand on a été motivé à créer ces 2 entreprises, l'idée c'était pas d'y faire notre métier. Honnêtement, au départ, on voulait se faire un petit job d'été, on va dire comme n'importe quel étudiant, un complément de salaire. On s'est dit on va peut-être un peu s'amuser avec ça. Et puis voilà, et on se destinait honnêtement à l'officine et ouvrir une pharmacie. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est on s'est pris de passion. D'abord pour la Polynésie, les plantes, notre métier. On a découvert un métier sur lequel on a été formé, mais sur lequel il manquait quand même des bases. Et donc on a appris au fur et à mesure et on a vraiment noté qu'il y avait un besoin de technicité. En fait, beaucoup de clients à l'époque, donc là je parle de 1992-94, se sont dirigés vers nous parce qu'ils avaient cette garantie de technique, d'assurance qualité. On a trouvé des solutions à nos clients, chose qu'on n'arrivait pas apparemment à l'époque à répondre à leurs attentes. Donc on a su trouver ces solutions qui leur ont fait gagner du temps et de l'argent et qui quelque part nous ont amené des clients qui s'intéressaient à notre activité. Il est vrai qu'on a essuyé tout de suite un échec au bout de 2 ans, 3 ans, et ça, il faut arriver à se relever et se réorienter. C'est que on avait une vocation à développer une marque de produits au Moneuil, donc on se dirigeait vers la distribution en métropole, surtout. On voulait faire quelque chose ici localement, mais c'était pas pour soutenir complètement le projet. L'idée, c'était vraiment l'exportation qui devait donner toute la dimension à notre projet. Et en fait, on est arrivé dans ces années où finalement, ça devenait compliqué la distribution en France, où n'importe quelle marque avait besoin de se retrouver dans les magazines, avait besoin de technicité, et on les avait pas, on n'avait ni les moyens, et on n'était pas du tout orienté. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était difficile de vendre des produits finis, mais par contre, de la matière première, et se diriger vers l'industrie cosmétique, parler à des pharmaciens des fois comme nous, des techniciens, des agents de laboratoire, c'était beaucoup plus simple pour nous que discuter avec des pharmacies, avec des points de vente en métropole qu'on connaissait pas du tout. Et donc en fait, cette aventure, elle nous a mené à petit nous diriger d'abord vers un modèle d'entreprise industrielle. Donc au départ, c'était pas notre vocation. On voulait faire une marque, à la limite même le sous-traiter, pourquoi pas, avec quelqu'un. Et on s'est très vite retrouvé devant le fait de devenir autonome. Donc petit à petit, on s'est équipé. Et puis jusqu'au jour où, dans les années 2000, on avait développé un second produit qui était l'huile de Tamanou à produire, en plus de l'huile de Moneuil, où en fait une multinationale étrangère nous a contactés et a essayé de trouver une source d'approvisionnement. Et on s'est dit, je crois que là, il faut qu'on y aille sérieusement, il faut qu'on ait des locaux beaucoup plus crédibles qui soient aussi en conformité avec la législation européenne, chose qui n'est pas obligatoire en Polynésie. Donc on s'est mis sur toute une conformité réglementaire. Et c'est là où, de par nos investissements déjà en 2004-2005 qui sont montés à
environ 140 à 150 millions Pacifique, ça devenait beaucoup plus sérieux et on a compris que voilà qu'on allait en faire notre métier définitivement. Et on est très content de ce qui se passe parce que au final, on touche à des métiers où moi, personnellement, je parlais de moi, je suis devenu agriculteur il n'y a pas très longtemps. Donc, je pense que j'aurais jamais pu imaginer, à la sortie de mes études de docteur en pharmacie, de me lancer dans l'agriculture et avoir une plantation de Tierra Tahiti de 1400 pieds que j'entretiens et que j'essaie d'exploiter. Et ça nous fait toucher à beaucoup de créativité aussi. Parce qu'on est sans arrêt sollicité à monter des projets qui nous obligent des fois à faire le grand écart. Lorsqu'on explique aux clients, on ne peut pas tout faire, mais il y a des choses qu'on peut faire et on est sollicité sur des problématiques où ça nous intéresse. On essaie d'aller au bout de la démarche et voilà, c'est de la recherche et du développement qui nous plaît plutôt qu'un métier simplement banal comme en officine on pourrait le trouver où finalement on se sent utile en desservant des ordonnances auprès de patients, mais bon, on n'a pas toute cette partie créativité ou évolution qu'on peut avoir et qu'on connaît dans notre métier. J'allais dire main dans le cambouis, mais toi c'est plus main dans la terre, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, alors tu parlais d'échecs à l'instant, ce qui m'amène parfaitement à ma prochaine question. L'entreprise existe, donc tu m'as dit, depuis 92, donc ça va bientôt faire 30 ans, ça passe vite. Au cours de ce long parcours d'entrepreneur, quelle a été la meilleure leçon que tu aies apprise et quelle a été la pire leçon ? Alors, la meilleure leçon que j'ai apprise, c'est de tous ces projets qu'on a montés en termes de créativité ou d'innovation. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, en 2008, on a lancé un concours qui s'appelait Cosmetic Academy. Je pense que si j'avais été lié à un associé, à un actionnariat ou quoi que ce soit, j'aurais pas monté ce projet parce qu'on m'aurait demandé une rentabilité. On m'aurait demandé un tableau Excel et prouve-nous que c'est rentable. En fait, j'aurais pas pu. Et aujourd'hui, on voit tout le succès qu'on a eu et ce que ça nous a rapporté en termes d'image, mais aussi de business. Et ça, c'est la plus grande surprise et c'est le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde, c'est en fait écouter sa petite voix, quoi, qui quelque part en nous dit il faut y aller, il faut prendre des décisions, faut pas avoir uniquement ce souci de rentabilité. Il faut avoir la possibilité de voir un peu plus loin, c'est sûr, mais voilà, à moyen terme, vous serez récompensé à partir du moment où vous vous donnez pleinement aussi dans ce projet-là, parce que effectivement, tenter de faire les choses, j'aurais pu les faire, mais elles n'auraient pas réussi. Mais j'ai persisté, j'ai essayé d'être résistant à l'échec, parce que c'est pas évident de créer. C'est plus facile de s'inspirer de quelque chose qui existe, et on a monté quelque chose qui était complètement innovant, et on a su, avec mon équipe, continuer et persister sur cette idée-là. Après, sur les mauvaises surprises, effectivement, peut-être parler d'un sujet un peu d'actualité. Effectivement, nous, on fait partie, avec d'autres producteurs de Moneuil d'ailleurs, de ces rares entreprises qui misons tous sur le Made in Tahiti ou le Made in Fénois. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui nous anime. On ne cherche pas à importer ou à revendre forcément. Notre activité, elle est locale et on essaie de développer tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis assez surpris du manque d'accompagnement qu'on a d'abord du pays sur le Made in Tahiti, le Made in Fénois. Alors on entend beaucoup parler, mais je trouve que ça manque d'actes forts pour permettre à nos produits de s'installer dans le paysage de consommation locale. Après, effectivement, au niveau des consommateurs locaux, je trouve que malgré les 1 an de crise sanitaire qui se cumulent avec la crise économique, on a peu de regain d'intérêt à acheter localement. Alors il y a plein d'initiatives qui sont faites par la CCISM et autres. Il faut les continuer, il faut essayer de peut-être les faire aboutir. Je pense que le pays doit se poser aussi plein de questions pour redorer aussi cette activité de production locale, parce qu'au final, on est peu à œuvrer là-dedans. Et toutes les sociétés d'ailleurs qui œuvrent là-dedans, dans le Made in Tahiti, sont des fois un peu microscopiques, elles ne sont pas suffisamment développées.
Mais en fait, c'est parce que très souvent, je le remarque moi, en tout cas de mon côté, le cadre réglementaire et juridique n'est pas adapté pour voir ces produits locaux. Quoi. Oui, et puis il n'est pas adapté à ces produits made in Tahiti. Voilà, on ne fait pas tout pour que la fabrication locale soit performante ou se développe. Et ça, je trouve ça dommage dans des moments où c'est compliqué et difficile. Ouais, mais finalement, ça revient au début de ta réponse où tu disais que parfois la solution la plus effective, c'est pas nécessairement celle qui sera en ligne droite. C'est vrai que c'est quelque chose qui est propre à l'entrepreneuriat. Je pense avoir cette capacité de dire non, il faut pas aller de là à là, mais d'aller en chemin de traverse pour revenir et avoir un meilleur résultat. Et peut-être que la réponse à cette problématique de production locale, c'est de se dire oui, pour l'instant ça va être compliqué à développer, mais c'est une vision à long terme aussi qui doit s'accompagner de solutions innovantes, créatives, etc. Je pense qu'aujourd'hui le tissu industriel déjà local a beaucoup évolué en 20 ou 30 ans. Donc il y a des gens qui savent faire des choses. Je pense qu'il y a des consommateurs mais aussi des revendeurs, toute la chaîne de distribution, chaîne de valeur de la distribution d'un produit doit en prendre compte et doit faire en sorte que ces produits-là continuent à exister et existent dans les rayons et soient à la disposition des consommateurs. Effectivement, donc c'est un pari à prendre de tous les éléments de la chaîne, se dire cette fois-ci je ne vais pas mettre le produit moins cher qui je sais va partir vite, mais je vais prendre le pari d'un producteur local parce que c'est aussi un peu chacun doit jouer sa part, quoi. Et ça, je trouve que chez les revendeurs, les magasins et autres, on ne se pose pas cette question. La grande distribution, pour une majorité, a pris conscience de ça. Quelque part, créer des emplois, c'est créer... permettre à leurs clients final, parce que on est tous clients de ces gens de la grande distribution, des supermarchés, hypermarchés. Au final, plus on créera d'emplois, plus on permettra à des gens de développer leur panier de consommation. Mais après, il y a les petits revendeurs peut-être dans les îles qui devraient être plus sensibilisés là-dessus, parce que on doit se soucier quand même aujourd'hui un peu plus de l'origine des produits. Je parle même pas de la composition, parce que oui, ça c'est évident, mais l'origine des produits aussi, elle est importante. Ouais, effectivement. Ok, alors une autre question pour revenir à ton parcours d'entrepreneur. Après justement ce long parcours d'entrepreneur, si je te disais j'ai avec moi un bâton magique qui va te permettre de changer une chose au fil de ces 30 dernières années, si tu pouvais changer une chose dans ton parcours d'entrepreneur, ce serait quoi? Alors, qu'est-ce que j'aurais pu changer avec mon parcours d'entrepreneur? Ce qu'il y a de bien plutôt avec cette question qui est très intéressante, en fait, j'ai toujours essayé de réaliser mes envies. Donc, quelque part, effectivement, j'ai pris une part de risque sur des projets. Je me sens pas frustré forcément dans tout l'accomplissement que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière. Par contre, je pense que si j'avais eu un bâton, une baguette magique dans les années 90, 98, je pense que j'aurais un peu anticipé un peu avant le développement de l'entreprise. Voilà, quand on a déménagé en 2004-2005, on était sur le point de ne plus pouvoir être en activité parce qu'on avait des locaux trop exigus. Et effectivement, j'ai manqué peut-être, mais c'était pas par manque de précocité. J'avais quand même 30 ans à l'époque. Ouais. Donc c'était difficile d'aller plus vite que la musique, mais en fait, si j'avais pu gagner quelques années au départ, j'aurais bien voulu. Ouais. Mais au final, pas de regret du coup. Non, pas véritablement, parce que après j'ai appris aussi à apprécier l'évolution et de me dire que finalement chaque chose a son temps et qu'il faut laisser les choses se faire très souvent. D'accord. Alors dernière question avant de faire une pause, et ça c'est ma question fétiche de cette émission, parce que je pense qu'elle fait émerger le cœur de l'expérience entrepreneuriale. Est-ce qu'il y a une chose au cours de ces années d'entrepreneur qui te soit arrivé ou que tu aies fait ou peu importe, dont tu n'as jamais osé parler en public et que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui, sans forcément rentrer dans les secrets de l'entreprise, mais des expériences difficiles ou des choses tu dis oh là là mon Dieu, mais maintenant que j'y repense. Alors des choses sur lesquelles j'ai pas beaucoup
communiqué jusqu'à présent, mais ça m'a permis de voir comment le service public ou l'administration publique pouvait fonctionner, et dont j'ai pas beaucoup parlé, et ça date d'il y a pas longtemps. C'est effectivement, j'ai été le dernier président du groupement interprofessionnel du Moneuil de Tahiti, qui était le groupement qui rassemblait tous les fabricants de Moneuil. Et en fait, j'avais aucune envie d'être forcément président, mais on était dans une crise interne telle qu'il fallait que quelqu'un prenne la relève. Et au final, on savait que ça allait aboutir à la fermeture, à la dissolution de ce groupement. C'est vrai que cette période-là a été d'abord compliquée parce que elle a été nourrie de pas mal de tensions avec l'administration locale. On s'est pas fait que des amis à ce moment-là, parce que le pays voulait qu'on ferme ce groupement d'une façon qui n'était pas la nôtre forcément. Donc on a voulu aussi que des actifs de ce groupement de fabricants de Moneuil soit complètement abandonné au pays. Alors on veut bien, le Moneuil ça appartient pas à une personne physique ou des industriels, mais encore faut-il que une institution publique soit capable de gérer des marques ou je sais pas quoi, parce qu'il n'y avait pas que des marques d'ailleurs à l'époque. Et en fait on a beaucoup de pression pour que une transition soit faite d'un certain sens sur lequel on ne s'est pas forcément laissé faire. Et on a eu pas mal de tensions, et effectivement c'était une période compliquée pour moi à gérer, parce que finalement c'est pas mon entreprise, c'est les intérêts communs d'une filière. C'était important parce qu'il fallait que la transmission puisse avoir lieu. Aujourd'hui il y a une association qui s'appelle l'Association Moneuil de Tahiti qui a pris le relais. Et au final, on est content parce que toute cette pression qu'on avait sur ces actifs, aujourd'hui, on est en train de nous dire on va vous redonner vos marques et que vous les gériez parce qu'on n'est pas capable de le faire. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, mais ça a été une période assez compliquée où effectivement, c'était la crise de la filière Moneuil. On n'a pas beaucoup parlé dans les médias. C'était volontaire aussi parce qu'on ne voulait pas étaler ça dans les médias. Mais tout le monde avait suivi plus ou moins cette fermeture de la part du pays. Et c'est vrai que c'est un souvenir qui n'est pas forcément bon parce que c'est une histoire qui a clôturé à peu près 25 ans d'activité de ce groupement avec toute la naissance de l'appellation d'origine en 92. Et il a fallu être capable, pour les producteurs de Moneuil dont on fait partie, de réagir et de remonter une structure indépendante et qui nous permettait de voir l'avenir. Ouais. Ok, super. Merci d'avoir partagé ça. On fait une deuxième pause et on se retrouve dans un instant, donc toujours avec Olivier pour terminer cet épisode. Salut, c'est encore Kim Lee. Alors, ce séjour à Bora, ça se précise ? Laisse-moi t'en dire un peu plus. Imagine un peu. Tour complet du lagon en jet ski avec baignade et rafraîchissement. Journée complète à bord d'une pirogue polynésienne avec snorkeling et déjeuner traditionnel sur un motu privé. Et pour finir, une croisière au coucher du soleil suivie d'un dîner au restaurant St. James. Quoi de mieux pour tes premières vacances depuis un bail ? N'hésite plus et contacte dès maintenant Moana Adventure Tours sur leur site moanaadventuretours.com ou sur leur page Facebook. Et n'oublie pas de nous partager tes photos. Et nous sommes de retour sur les Pacific Buzz, toujours en présence et en compagnie d'Olivier Touboul pour la fin de cet épisode. Alors Olivier, on va se tourner vers le futur. 3 questions rapides, tu me réponds optimiste, pessimiste et on rentre dans le détail après. Ton futur personnel, optimiste, pessimiste ? Optimiste. Le futur de ton entreprise ? Optimiste aussi. Le futur du Fénois ? J'avoue que ça va dépendre du pays, la capacité qu'il aura à adopter cette résilience. On nous a demandé à nous, dans le secteur économique et privé, d'avoir de la résilience. Il va falloir que le pays mette en application aussi ces règles. Je pense qu'il y a des orientations qui me paraissent intéressantes sur le secteur primaire, mais ça demande des fondements juridiques, réglementaires, qui sont complexes. Donc je reste optimiste pour le Fénois, mais je dis qu'il va falloir prendre des décisions assez importantes et cruciales. D'accord. Alors revenons à toi, optimiste parce que... Alors optimiste parce que c'est ma nature généralement d'être optimiste déjà, que ensuite on
on n'a pas passé le plus dur parce que je pense que l'année dernière va être assez difficile. Et notamment, on fait partie de ces sociétés qui ont souscrit des prêts garantis État et ça va être compliqué pour nous d'envisager l'année prochaine. Mais on a une ressource intellectuelle qui fait qu'à un certain moment, on trouve toujours des idées pour se relancer. Donc c'est notre cas un petit peu aujourd'hui où on rebondit avec notre activité déjà sur l'exportation. Ça, c'est sûr qu'on en vit depuis 30 ans. Mais sur la partie recherche et développement, c'est quelque chose sur lequel on se débrouille bien actuellement avec mon équipe. Et donc on arrive à rebondir assez facilement. Après, pour mon entreprise, il est vrai qu'on a misé sur l'avenir, quoi. En investissement 250 à 260 millions Pacifique, c'est prendre un risque. On le voit aujourd'hui, c'est des difficultés pour honorer avec la trésorerie. Mais aujourd'hui, si on a des prétentions à développer notre activité, on ne pouvait le faire qu'avec les locaux adéquats et avec le matériel qu'il fallait. Donc en fait, je pense qu'on va vivre des périodes difficiles. Mais je pense que si on n'avait pas fait ces investissements, je pense que ça aurait été encore plus compliqué pour nous d'envisager l'avenir. Ouais, vraiment, vous avez fait un pari pour vous structurer sur le long terme. C'est ça. Alors, je reviens à la question de l'innovation, parce que tu mentionnais effectivement qu'en matière agricole ou ressources premières, ici, l'innovation n'est pas encore développée. Qu'est-ce qui manque justement pour créer une vraie innovation locale de façon à ce que on explore de nouveaux produits, de nouvelles ressources végétales, animales, enfin peu importe, locales. De quoi on a besoin pour générer une vraie innovation locale d'après toi ? Alors, il faut de l'aide financière déjà. Alors ça, le pays l'a compris, est en train de mettre en place des dispositifs. Là, on en a un qui a été produit sur un appel à projet sur 3 ans, sur une enveloppe totale de 18 millions pour financer des projets d'innovation. Donc ça, c'est de l'aide financière qui est précieuse parce que, effectivement, l'innovation, c'est un financement de 3, 5 ans, 10 ans en fonction de ce projet qu'on aborde. Ensuite, ça serait bien que le pays puisse nous accompagner aussi dans des filières d'approvisionnement. C'est bien beau de trouver une plante, de trouver une ressource, mais si quelque part on est laissé seul à devoir monter des filières et les structurer, ça demande une force, une énergie qui est colossale. Et le pays a la capacité quand même de nous accompagner sur des projets comme ça. Après, il y a un point sur lequel je veux alerter un peu tout le monde aussi, c'est un point assez technique et réglementaire juridique. C'est surtout d'avoir les moyens de protéger le pays pour que la fuite de cette innovation ne parte pas ailleurs. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si on n'a pas une loi de biodiversité qui protège le matériel génétique et la recherche qui en est liée pour que cette valeur ajoutée soit répartie de façon équilibrée tout au long de la chaîne de valeur, mais aussi reste dans le pays, en fait, on risque de voir, comme en Amazonie et d'autres pays, d'autres régions dans le monde, de beaux produits se faire, mais pas dans les régions d'origine. Ouais, on sent que ça bénéficie à la population locale. Voilà, le biopiratage, on appelle le biopiratage et autres. Et ça, c'est une réglementation. Alors, qui est en place ? Il y a un texte de loi qui est en vigueur. Malheureusement, la réglementation n'est pas appliquée, n'est pas applicable aujourd'hui. Je pense que le pays devrait travailler sérieusement sur le sujet parce que tout simplement, demain, on peut monter n'importe quel projet d'innovation, mais le faire partir ailleurs, tout simplement parce qu'il n'y a pas de protection juridique. Donc ça, c'est un des travaux que j'inviterai le pays à mener le plus rapidement possible, ça de façon à avoir un fondement sécurisé, quoi. Ça vient avec les questions de propriété intellectuelle aussi. Ça vient un peu de là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut pas laisser des marques ou je sais pas déposer des noms de plantes qui seraient locales. Voilà, piller finalement le patrimoine culturel comme génétique. Ça a une liaison. Donc il faut vraiment arriver à pouvoir protéger les gens intéressés sans que ça freine aussi quand même aussi l'exploitation, la valorisation. Mais c'est important de le faire. On le voit très bien. Je pense aussi que le pays doit aussi prendre conscience qu'on fait partie de ces investisseurs locaux
qui sommes là, on va pas demain partir au Vanuatu faire, je sais pas, monter une filière parce que c'est moins cher, parce qu'on vit ici, parce qu'on aime ce pays, parce qu'on veut le développer. Donc en fait, voir des gens du jour au lendemain arriver dans le pays et dire voilà, je vais lancer ceci, cela, c'est bien beau. Mais il faut que ça se fasse avec des partenariats locaux, à mon sens, pour garantir l'honnêteté du projet et la viabilité du projet. C'est-à-dire que accueillir des investisseurs étrangers, je suis favorable pour ça, parce qu'il faut effectivement essayer de faire rentrer des devises ici dans le pays pour relancer l'économie. Mais par contre, il ne faut pas le faire rentrer à n'importe quel prix, et avoir des garants à côté comme des acteurs locaux pour pouvoir lancer des projets et pouvoir garantir l'honnêteté du projet jusqu'au bout. On a tellement vu de projets se lancer et puis les gens abandonner parce que à la fin ça coûte moins cher de faire ça ailleurs. D'accord. Et pour toi, la ressource d'avenir dans ce pays, alors ça sera quoi Le secteur primaire, je crois que je pense que le pays ne se trompe pas actuellement à miser dessus. Je pense que le secteur primaire est un bel avenir pour le pays, déjà pour l'autosuffisance, je veux dire le maraîchage, tout ça, je pense qu'on est capable, et on a des compétences aujourd'hui pour avoir un degré d'autonomie beaucoup plus important que ce qu'on a, et puis se suffire aussi peut-être aussi des légumes qu'on trouve aussi et qui sont adaptés au pays. Parce qu'au final, une patate douce, une pomme de terre, du taro, au final, c'est pas très différent en termes de goût, donc on arrive à s'adapter par rapport à ça. Et puis après, je pense que la partie alimentaire, vraiment pour la viser à l'exportation, moi j'y crois pas du tout. Ce qui est intéressant, tu disais quelque chose, Philippe, tout à l'heure, où tu disais que la cosmétique, ne nous en cachons pas, c'est de la valeur ajoutée supérieure à de l'alimentaire. Par contre, c'est des filières beaucoup plus petites, maîtrisables et maîtrisées par les gens. C'est-à-dire que demain, monter une filière de production de jus de papaye ou jus de goyave, ça demande des moyens importants, c'est compliqué parce que de suite il faut faire du tonnage, mais des tonnages importants. Nous, ce qui est intéressant, c'est que notre métier, c'est des faibles volumes mais de la forte valeur ajoutée. Donc je pense que c'est un peu plus adapté au marché polynésien et à la mentalité des Polynésiens qui sont pas avec des terres d'une centaine d'hectares ou quoi que ce soit. Il faut faire des petites productions et être sur des micro-filières. Et notamment aussi du fait de notre positionnement par rapport aux circuits de distribution internationaux où tout de suite les coûts deviennent prohibitifs. Alors, sur des produits de base de qualité, on va dire, moyenne. C'est ça. Et il y a ça, il y a la demande qui est forte. Enfin, on ne va pas te commander 1000 litres de jus de papaye, on va te demander 100 000. C'est ça. Et il faut être capable de les fournir. Donc c'est là où est la complexité de l'alimentaire. Alors que nous, on est sur des volumes qui sont à taille plus humaine, on va dire. D'accord. Alors ma dernière question avant de clôturer cet épisode, Olivier, est très simple. Pour ceux qui nous écoutent et qui se diraient tiens, j'ai envie de lancer une entreprise, pas forcément dans les cosmétiques, mais quel que soit le secteur, quelle serait la recommandation que tu donnerais à ces personnes? Alors, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a deux écoles. Il y a des gens qui sont conscients des difficultés qu'il y a. Il y en a d'autres qui voient un degré de liberté à être chef d'entreprise sous toutes ses formes. Moi, je vais dire que, en fait, il faut prendre en compte tous les aspects du chef d'entreprise avant de se lancer dans une aventure comme celle-là. Bien sûr, c'est beau, bien sûr, c'est valorisant. Je pense que c'est gratifiant quelque part de savoir qu'on crée de la valeur. On crée des postes, des employés, des salariés dans une entreprise. On crée de la valeur ajoutée encore plus quand on est dans la fabrication locale. Maintenant, il faut être tenace, je pense, dans ses objectifs, parce que tout n'est pas facile. Il faut rester focus sur nos intentions et ne pas lâcher, parce que au final, je me rends compte très souvent dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus facile de dire non que oui, quoi. Donc au final, le non ne laisse pas de porte
ouverte plus que ça. Le oui engage beaucoup de choses dans notre entourage. Et moi, je me rappelle une chose, c'est que dans l'entrepreneuriat, à mes débuts, c'était beaucoup de non. J'ai su contourner ces non, faire en sorte que ces non deviennent des oui, ou de m'en contenter et de contourner ces obstacles. Donc, c'est d'avoir beaucoup de ténacité quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est une belle aventure. Ça, je la recommande à tout le monde parce que je pense que, quand on a un peu de bouteille et qu'on regarde un peu dans le rétroviseur, on est quand même fier des réalisations qu'on a faites et des projets qu'on a montés. D'accord, super, très belle recommandation. Effectivement, vu le parcours du laboratoire de cosmétologie, c'est un conseil qui a sa valeur. Olivier, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui, nous avoir fait découvrir tes installations, ton entreprise, et d'avoir pu partager avec nos auditeurs ton expérience du parcours d'entrepreneur. Et puis bon courage pour la suite. Merci à tous et merci à toi, Philippe. À bientôt. À bientôt. Nana. Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré à Papara, au laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud. J'espère que le parcours d'Olivier, dans ce domaine très particulier de la cosmétique, carrefour entre les secteurs primaires et tertiaires, t'aura apporté une approche nouvelle de l'entrepreneuriat. J'espère notamment que cela t'aura aidé à comprendre comment l'entrepreneuriat veut souvent dire porter plusieurs casquettes, apprendre et pratiquer plusieurs métiers, pour toujours continuer à innover et se développer de façon durable et efficace. Une fois n'est pas coutume, ce n'est donc pas avec une entrepreneur que nous avons démarré ce mois de mai, mais c'est parce que notre prochain invité nous réserve une surprise. Je ne t'en dis pas plus, rendez-vous à la fin du mois pour tout savoir. En attendant, n'hésite pas à partager cet épisode avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur tes réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle entrepreneur, et d'ici là, prends soin de toi et à bientôt. Nana.